François Brabant, je suis très heureux de vous rencontrer par le biais d'Internet, évidemment, pour pouvoir évoquer avec vous l'aventure dans laquelle vous vous êtes lancé en 2017, en juin 2017, en créant un magazine qui, pour moi, est un magazine de référence à différents points de vue, que ce soit au niveau de la qualité de l'information et des choix rédactionnels qui y sont faits, mais également au niveau de l'écriture, du type du choix d'investiguer et d'écrire l'actualité. Et le magazine s'appelle Wilfried et il est consacré à la Belgique. Alors, première question, j'aimerais que vous vous présentiez, quels sont les éléments, selon vous, dans votre parcours professionnel qui vous ont conduit à un moment donné à vous dire il faut inventer autre chose. Alors moi, j'ai un parcours en fait très banal et très conventionnel. C'est-à-dire que j'ai fait des études de journalisme. Je n'ai pas fait d'autres études à l'université de Louvain et puis je suis devenu journaliste, immédiatement après mes études et j'ai toujours été journaliste et et voilà, donc ma vie professionnelle, se résume à ça. J'ai d'abord travaillé, pour l'hebdomadaire Le Vif l'Express, puis au quotidien La Libre Belgique. J'ai également travaillé un petit peu pour, le magazine Imagine demain le monde et en 2017, c'est vrai que, je me suis lancé dans cette aventure, un peu folle, alors pas moi tout seul, mais avec, quelques quelques compagnons, compagnes d'aventure, de lancer un nouveau magazine, lancer un nouveau média. Pas du tout, je pense, parce que, on pensait, faire mieux que les autres, hein. Il faut, je crois, rester modeste, mais c'est vrai qu'on avait ce sentiment qu'il y avait quelque chose à faire, quoi. Il y avait comme un trou. On voulait un média différent des autres. On croyait encore dans le papier, c'est important, on croyait dans l'écriture. Hem Et c'est vrai que moi, vraiment à titre personnel, donc le principal cofondateur de Wilfried, c'est Quentin Jardon, qui est rédacteur en chef adjoint. Hem, il est plus jeune que moi. Il a un tempérament, on va dire, plus fougueux, alors que moi, en général, je suis plutôt prudent. Bon, là, je schématise, hein, Oui, oui, non, mais mais c'est vrai, c'est bien, mais l'idée est ici aussi que ceux qui et celles qui nous écoutent et qui ne connaissent pas le magazine puissent s'en faire une idée oui, au terme de notre conversation. C'est vraiment donc mais c'est vrai qu'en fait, moi, je venais vraiment du journalisme, comme je l'ai dit, assez traditionnel et du journalisme, de news, comme on dit, d'information. Je couvrais en particulier l'actualité politique dans un hebdo puis un quotidien et je veux dire que ce rapport au flux de l'actualité qui défilait sans cesse me rendait un peu mélancolique. J'avais vraiment ce besoin en moi de m'extraire, en fait, de ce flux-là et de proposer, comme je dis, du journalisme de stock, c'est-à-dire, pièce par pièce que l'on propose et pas d'être branché sur un courant, qui ne s'arrête jamais. Ça, je trouve que ça avait quelque chose d'un peu, abrutissant, en fait, en ce qui me concerne. Je trouve aussi que c'est la, une belle formule, la formule de faire du journalisme de stock plutôt que du journalisme de flux. oui, mais aussi je dois dire que, hem, il y avait cette envie aussi de proposer des articles, des magazines qui laissent une trace chez leurs lecteurs. Moi, j'aime bien dire aux journalistes, avec qui je travaille, ben, quand vous allez interviewer, une personne, vous devez faire l'interview pour qu'on puisse encore la relire dans 2 ou 3 ans. Ouais. Alors que, le, j'aime bien dire aussi que l'amnésie, c'est la maladie la plus répandue chez les journalistes, c'est-à-dire, et mais et du coup, par effet de contagion chez les lecteurs et lectrices. C'est-à-dire, c'est des articles vite écrits, vite lus et vite oubliés. Mais en même temps, je suis le premier à reconnaître que, on a besoin de très bons journalistes capables de couvrir l'actualité, que ce soit, l'Ukraine, la campagne présidentielle française, l'épidémie de Covid, donc je ne vais certainement pas dire: «Ah, l'actualité, c'est pas important et nous, on fait un journalisme détaché de l'actualité qui est supérieur». Pas du tout, du tout, mais par contre, je pense qu'il y a place pour tout. Il y a et nous, on veut faire quelque chose qui laisse une trace. Wilfried, c'est aussi le magazine que, en fait, on aime bien garder toute la collection complète dans sa bibliothèque et quand on déménage, on emporte sa collection Voilà. avec.
Parce qu'en plus, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un très bel objet aussi. On sent que l'impression, le choix du papier, la qualité de la reproduction des photographies ou des documents, par exemple, fait qu'on a presque des facsimilés lorsqu'on voit des documents réimprimés. Et donc, il y a cette qualité de technique de créer un objet aussi qui est un objet de stock, pour reprendre l'expression. Mais peut-être que le plus important est que dans le journalisme tel que Wilfried le pratique et tel que vous venez d'en donner les quelques éléments, il y a une véritable écriture. Et c'est sur cet aspect-là que j'aimerais que vous nous disiez un peu la manière dont, en tant que rédacteur en chef, vous travaillez avec vos journalistes pour qu'on se trouve devant un véritable journalisme, je dirais presque littéraire, qui n'enlève rien à la qualité du journalisme d'actualité, qui est plus sur l'actualité telle qu'elle se fait. Ici, c'est l'actualité telle que vous pouvez, par l'écriture, mais également par la démarche, la mettre en contexte. C'est vrai que quand on parle d'écriture, c'est je pense que je ne sais pas si c'est on va dire que c'est inné, mais on a ou on n'a pas ce rapport à l'écriture. C'est encore quelque chose de dire: «J'ai écrire bien» ou ne pas écrire bien. Pour moi, c'est 2 notions différentes, mais même avoir cette conscience de l'écriture, cette conscience qu'une écriture singulière, elle peut transmettre des choses fortes. Bah, il y a beaucoup de journalistes, de très bons journalistes, et qui n'ont pas du tout ce rapport à l'écriture. Eux, ce qui les intéresse, c'est, l'info, les faits. Mm. Hem et je pense que c'est plutôt une minorité de journalistes qui ont effectivement ce rapport à l'écriture-là, et ça, j'ai envie de dire, je sais pas si c'est inné, mais on l'a ou on ne l'a pas. C'est un peu binaire pour le coup. Moi, j'aime bien souvent, être dans la nuance, mais pour le coup, c'est un peu binaire. Mais je vous il y a beaucoup à voir avec le regard, en fait. Quel regard on porte sur, bah, sur le temps présent, sur, le monde dans lequel on vit, sur le pays dans lequel on vit. Il y a beaucoup à voir aussi avec, avec la présence. Moi, que justement, quand on parle d'écriture, je, j'ai été très marqué par ce que disait, Michel Houellebecq dans une interview qu'il avait donnée il y a quelques années, et il disait en fait, ce qui fait un grand écrivain, c'est la présence qu'on sent dans les textes, et finalement, bien écrire ou ne pas bien écrire importe peu, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et alors il donnait un exemple précis, il disait, ben, que lui c'est en tout cas à ce moment-là, les 2 écrivains qu'il vénérait le plus, c'était, Joseph Conrad et Dostoïevski, et pourtant, il y a pas plus dissemblable sur le plan des rapports à l'écriture. Je me souviens que Houellebecq disait: «Oui, Conrad, c'est incroyable, tout est ciselé, travaillé, c'est presque il est presque incapable, on dirait, d'écrire une phrase mal écrite, Conrad». Alors que, Dostoïevski, disait Houellebecq, c'est du parfois, il y a des chapitres entiers où il y a des répétitions, on ne comprend pas bien où ils vont en venir. C'est à peine s'ils se relient. Et Mm. pourtant, dans les 2 cas, ce sont des génies parce qu'il y a une présence derrière, il y a vraiment une présence humaine, et ça, c'est un peu rigolo aussi parce qu'on pourrait dire: «Mais en fait, on est tous des êtres humains et on a tous en nous le même degré de présence humaine». Il n'y a pas des humains qui sont plus humains que d'autres, et pourtant, si dans l'acte d'écrire, bizarrement, on dirait que quand on lit l'article d'un ou d'une journaliste, ben là, ça va être, oui, très intéressant, beaucoup d'informations et cetera, mais on ne va pas sentir ce petit quelque chose qui est de l'ordre de la présence au monde, un peu particulière, et c'est vrai que, enfin, voilà, tous les journalistes qui écrivent pour Wilfried ont, ce que j'appelle, oui, cette présence-là. Peut-être que c'est aussi, cette présence-là apparaît dans le fait d'adopter chaque fois, pour chaque article, pour chaque dossier, parce qu'il y a des articles qui sont construits sous forme de dossier, d'adopter un point de vue narratif. Et que peut-être Mmh. c'est en cela que, d'ailleurs vous l'indiquez dans une de vos présentations, que vous souhaitez que le magazine se lise aussi comme un roman, Mmh. c'est-à-dire il y a bien sûr le plaisir de la lecture, mais il y a dans l'écriture d'un roman, il y a deux éléments qui sont imprimer un style et un point de vue, mais aussi ne pas juger
un peu comme Simenon disait, moi je veux écrire des romans, mais je ne veux pas juger les protagonistes que j'invente pour mes romans. Ici, l'idée est de ne pas juger non plus la réalité dont on témoigne. Oui. Donc il y a une double idée, hein, très, très là, c'est vrai qu'on est vraiment on parle des fondations, des convictions fondatrices de Wilfrid. Il y a l'idée Absolument. comme un roman et enfin, je dirais l'importance primordiale laissée au récit et cette maxime qui nous guide, comprendre, ne pas juger. Je vais commencer par là peut-être, parce que c'est vrai qu'on est souvent aussi interpellé, hein, là-dessus sur se comprendre, ne pas juger. C'est à la fois, on peut dire un argument de vente, mais ça peut nous déforcer aussi parfois parce que c'est mal compris. Alors c'est vrai que moi je suis fort influencé, voilà, je suis un très, très grand lecteur, de Simenon que j'adore, depuis assez peu de temps. Je veux dire ça fait peut-être 6 7 ans seulement que je suis lecteur de Simenon, j'ai 40 ans, donc ça fait quand même plus des 3/4 de ma vie où j'ai pas lu de Simenon. Parce que j'en avais une image très réductrice, j'avoue, le côté roman policier, la pipe, le chapeau, les pavés sous la pluie, je trouvais qu'avec enfin, je le percevais comme quelque chose d'un peu ringard, enfin moi qui m'attirait pas du tout. Et je suis entré, dans Simenon, par, Pédigré, qui est en fait finalement le roman le plus atypique dans son œuvre et à partir de là, j'ai à peu près tout adoré. Et c'est vrai que Simenon disait souvent, lui, ce qu'il voulait faire, c'était comprendre, ne pas juger. Et même Maigret, c'est un flic, mais un flic, de temps en temps, il coffre un coupable, mais on voit qu'il le fait un peu à contre-cœur, quoi. Mais ce qu'on sait moins, c'est que cette maxime de comprendre, ne pas juger, elle se trouve aussi dans le discours d'Albert Camus, qu'il prononce lors de sa réception du prix Nobel de littérature. Et il dit, voilà, il appartient aux artistes, aux écrivains de comprendre plutôt que juger. Alors, je vais prendre moi je suis un journaliste, je vais certainement pas me prendre pour un écrivain, mais je pense qu'en tout cas, la maxime dans l'impératif d'essayer de comprendre les choses, elle doit vraiment s'appliquer aux journalistes ou en tout cas une partie des journalistes. Ça veut pas dire qu'on alors du coup, je vous disais parfois on est mal compris parce que des personnes nous disent: «Oui, mais quand même parfois il faut juger la réalité». Est-ce que, vous êtes indifférent au fait qu'il y a des personnes qui doivent dormir dans la rue en Belgique, heu, hem les sans-papiers, qui traversent la Méditerranée et qui meurent en Méditerranée, est-ce que voilà, on doit quand même pouvoir juger ça des situations qui sont foncièrement injustes? Et bien sûr que parfois, dans la vie, on doit juger, mais je pense qu'il faut d'abord faire cet effort de compréhension des complexités. Or, malheureusement, j'ai l'impression que c'est devenu de plus en plus, une espèce de réflexe de juger avant même d'avoir essayé de comprendre. C'est vrai que dans Voilà, comprendre, il y a aussi ce terme d'aborder l'ensemble d'une situation, plutôt que d'avoir des jugements à l'emporte-pièce sur ce qu'on en sait, ce qui est à la surface des choses. C'est peut-être oui, là voilà. une manière d'exprimer ce que ce mot comprendre peut vouloir dire, en particulier dans le discours de Stockholm d'Albert Camus, peut-être plus que dans le discours, que dans la proposition de Simenon. D'un côté, la proposition d'un romancier, et de l'autre, la proposition aussi de quelqu'un qui est témoin de la réalité dans laquelle il s'inscrit, que ce soit la question algérienne ou Ouais. que ce soit combat ou l'après-guerre. Très bien. Peut-être que vous pourriez nous donner quelques indications sur la manière dont fonctionne, dont travaille le rédacteur en chef d'un magazine comme Wilfrid. J'allais dire comme Martens, comme Wilfrid. Alors, comment D'ailleurs, ça me permet peut-être de dissiper un malentendu, parce que beaucoup de personnes me disent: «Ah tiens et c'est un hommage à Wilfried Martens donc oui, et non, donc il faut y voir rien d'idéologique. On n'est pas un magazine, non, mais c'est un social lapsus que j'ai fait. chrétien, J'ai fait un flamand». lapsus. Voilà, mais c'est vrai que Wilfried, on cherchait, un prénom qui évoque un univers, bien belge et voilà, c'est Wilfried. Absolument. Donc comment on fonctionne? Difficile à expliquer parce que je dois dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de l'ordre, de l'intuition et je dirais même de l'instinct. D'ailleurs, j'entendais sur la RTBF, en radio pendant les vacances de Noël, je crois, non même plutôt au mois de novembre, l'ancien rédacteur en chef, du magazine Spirou ou Tintin, je sais plus un des 2, c'était une émission radio à la RTBF sur justement le journal de Tintin et le journal Spirou
et il expliquait que comment ils avaient réussi à faire cette formule, de 7 à 77 ans. Comment est-ce qu'on fait pour faire un journal qui parle de 7 à 77 ans? Et je pense que c'est modestement une des forces de Wilfried, c'est on va peut-être pas de 7 à 77, mais je pense qu'on parle à des lecteurs et lectrices de 18 à 90. Vraiment, vraiment, je le vois dans notre courrier. Et alors, le rédac chef du journal de Tintin disait: «Mais en fait, c'est 95 d'instinct et 5 de travail acharné». Bon, au quotidien, c'est plutôt 95 de travail acharné, mais par contre, sur la formule, je suis d'accord qu'avec un peu j'ai du mal à l'expliquer parce que je sens les choses. Parfois, je dis: «Ah oui, mais ça, si on veut à la fois conserver notre lectorat, jeune, à peine sorti de l'école secondaire, mais aussi les grands-parents, les arrière-grands-parents, des universitaires, mais aussi des personnes qui n'ont pas fait d'études supérieures». C'est des choses que je fais au feeling, des choix que je fais au feeling et que j'ai du mal parfois à rationaliser. Mais donc comment on fait? En fait, on on essaye, d'avoir quand même toujours un fil conducteur à chaque numéro. Alors parfois, ce thème du numéro, c'est véritablement justement un thème qui imprègne l'ensemble du numéro et qui a un thème assez fort. Par exemple, pour le numéro de juin, c'était tout le féminisme et les questions de genre, le numéro, 16. Le numéro 15, c'était Bruxelles, ville-monde, et là, vraiment, on avait tout un numéro, quasiment de la première à la dernière page, qui tournait autour de ce thème de Bruxelles, ville-monde, ou le numéro d'après, autour des questions, liées au féminisme. Parfois, on a des thèmes qui sont un peu plus, je dirais un peu plus évanescents, c'est-à-dire c'est plus de l'ordre, du fil discret comme ça qui relie entre eux, mais enfin, on essaye quand même que, il y ait quelque chose qui relie ensemble, l'ensemble des pages. Hem, ouais, ici, le dernier numéro, celui en librairie pour le moment, c'est beaucoup là, on a plus réagi sur l'actualité, en tant que telle, mais une actualité, qui est un événement comme ils se sont produits très rarement, qui sont, les inondations du mois de juillet dernier. Parce que je continue à penser que c'est vraiment un événement historique dont peut-être on ne prend pas encore la mesure. Donc vous voyez, on alterne comme ça entre thèmes de société et thèmes peut-être plus politiques ou plus liés à l'actualité. Je montrais à la caméra l'exemplaire que j'ai sous les yeux, mais là qui est un numéro hors série justement consacré aux inondations. C'est donc une thématique qui vous a semblé devoir mériter alors un travail plus en profondeur, parce que ce dossier du numéro hors série est absolument remarquable, je dirais, dans les différentes approches. On a un historien qui explique un peu d'où viennent ces inondations, depuis combien de temps elles surgissent, pourquoi on rebâtit sur les mêmes lieux, tout le site industriel de la vallée de la Veste. Mais on a aussi des témoignages, on a aussi des témoignages d'écrivains. Et là, c'est peut-être aussi une manière qui fait l'originalité de Wilfrid, qui est de faire appel à des écrivains autant qu'à des journalistes, comme à des photographes, mais des photographes qui ne sont pas des photographes d'actualité et qui font vraiment une œuvre photographique. Alors là, c'est aussi un choix qui permet de distinguer Wilfrid d'autres types de magazines. Oui, ben, c'est vrai qu'on travaille alors avec certains écrivains vraiment de façon très régulière, puis d'autres, c'est de façon plus ponctuelle, mais depuis on a publié 17 numéros et 3 hors-séries, et depuis le premier numéro, ben, on a quand même la chance d'avoir dans nos dans nos auteurs, Philippe Marchevski Ouais. qui a été, prix Rosell, Oui, oui, ici, prix Rosell merveilleux, en titre, merveilleux le prix écrivain, absolument. Oui. Caroline Lamarche qui a reçu l'année passée le prix Goncourt de la nouvelle. Je précise que d'ailleurs, quand on a commencé la collaboration aussi bien avec Philippe Marchevski qu'avec Caroline Lamarche, il n'avait encore reçu ni l'un, le prix Rosell et ni l'autre, le prix Goncourt. Mais enfin bon, leur talent était déjà bien connu. Oui, Hem, on a publié plusieurs fois aussi Nathalie Skowronek qui a justement reçu l'année passée le prix du roman européen. On a déjà publié des textes de Grégoire Pollet mmh, aussi. et oui. Hem, J'essaie de revenir alors des néerlandophones, des auteurs néerlandophones, Chris de Stoop, David Van Rijbroek, David Van Rijbroek aussi, oui. hem,
Lise Spitz, Lieve Joris. Donc voilà, on a vraiment le Qu'est-ce que vous problème c'est que attendez d'eux alors? Qu'est-ce que vous attendez d'eux? Ah, là, de vous, c'est au rédacteur en chef que je m'adresse. Comment se passe alors le lien avec les écrivains, comme avec les ouais. photographes d'ailleurs? Ah bah, ça, je dirais, c'est la partie il y a beaucoup de il y a beaucoup de tâches ingrates dans la vie d'un rédacteur en chef, mais ça, c'est la partie chouette, c'est la Oui, partie détection de talent. Ça, c'est du bonheur pur, honnêtement, j'aime bien un peu fouiner comme ça en lisant d'autres magazines, en étant en librairie, mais forcément, j'ai pas le temps de lire tous les romans et je suis pas d'ailleurs un grand lecteur, je dois reconnaître, hem, mais j'aime bien être en librairie, rien de regarder, un peu regarder et cetera et alors, soit je fais des photos avec mon téléphone, soit je note vite sur un petit carnet des noms qui me semblent intéressants et cetera, hem, que ce soit de photographes, d'écrivains, de sujets aussi, parfois c'est comme ça, j'ai des idées de sujets. Et et après, ben, voilà, on prend contact, on espère avoir une réponse, on espère avoir un feeling humain aussi et ça, je dois dire qu'aussi bien Philippe Marchewski, Caroline Lamarche, Nathalie Skowronek, Pascal Verbeeken, ça à chaque fois, c'est vraiment, des chouettes rencontres, des personnes pour qui j'ai en fait une admiration, j'aime vraiment une admiration et par contre une frustration, je dois dire, c'est que quand on est comme ça rédacteur en chef et un petit peu alors je sais pas si c'est le bon mot, mais dirigeant d'entreprise ou capitaine de navire, parce qu'il faut bien que faire exister la structure, on manque de temps. On manque perpétuellement, de temps et donc parfois je me sens un peu je laisse des mails sans réponse ou je réponds vite ou voilà, j'expédie au téléphone, des conversations pourtant, qui mériteraient bien plus, de temps, mais je suis toujours dans cette lutte un peu contre le temps et et voilà. Or je sais que pour, avoir une relation, vraiment de grande qualité, notamment avec des écrivains, ben, il faut donner du temps, et être rédacteur en chef, parfois, c'est un boulot un peu d'éditeur, hein, comme oui, ça oui, et je lisais une fois Laurent Beccaria, sur Facebook, donc éditeur aux les maisons d'édition Les Arènes en France et qui est cofondateur de la revue 21 que je pense pas mal de gens connaissent là maintenant. oui, oui. Il disait: «La première qualité d'un éditeur, pardon, c'est d'avoir du temps disponible». Je trouve que c'est une belle définition, mais malheureusement, moi, je manque aussi de temps. En plus, j'ai un fils de 3 ans, donc ça entre, dans C'est dans l'âge l'équation. difficile. En tant que grand-parent, je peux observer que c'est l'âge difficile. Mais peut-être parce que bon, on arrive au terme de petit à petit au terme de cet entretien. J'aimerais qu'on évoque un dernier aspect qui est l'aspect et là c'est aussi le rôle de l'éditeur, c'est l'aspect survie économique d'un magazine comme celui-là. Alors vous êtes dans la dernière ligne droite pour un refinancement de Wilfrid, refinancement qui tel que je le comprends, si vous ne parvenez pas à le boucler, risque de menacer et l'indépendance ou même l'existence de Wilfrid. Ouais. Alors, première question, que se passe-t-il? Où en sommes-nous? Je dirais, en me solidarisant. Deuxième question, combien de temps reste-t-il et que faut-il faire? Alors, où en sommes-nous et que faut-il faire? Ouais. C'est bon, d'abord, c'est vrai que Wilfried est écrit en 2017 et c'est un miracle permanent. Ça n'a jamais été un chemin bordé de roses, ça a toujours été compliqué, toujours été harassant pour les chevilles ouvrières, du magazine. Ça a toujours été économiquement, voilà, très dur. Vraiment plus dur que beaucoup de personnes ne l'imaginent et il se trouve que justement vendredi passé, j'ai vu, Olivier Weyrich, le fondateur de la maison d'édition, Weyrich, qui a édité Catherine Barraud notamment, prix Rosset l'année dernière et il me Et disait André-Joseph Dubois, ah oui, qui est remarquable mais voilà, écrivain. il me disait: «Éditeur, c'est en Belgique, dans la toute petite Belgique francophone, un tout petit marché de 4,5 millions d'habitants, c'est vraiment très difficile» et à la limite et je me reconnaissais tellement dans ce qu'il disait. C'est pas ça le plus difficile, que ce soit difficile, on l'a choisi et c'est voilà, c'est une passion. Mais ce qui est difficile, c'est que la plupart de vos interlocuteurs ne se rendent pas du tout compte à quel point c'est difficile. Mmh. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, c'est des
c'est des problèmes sans cesse à résoudre. Mais bref, je suis pas là pour me plaindre. Il s'est trouvé que, heu, on s'est retrouvés, fin novembre, le dos au mur, financièrement, économiquement, submergés par les factures et à se demander si Wilfried allait pouvoir, passer l'hiver. Bon, ben, donc le 20 décembre, nos caisses étaient vides et on ne savait plus payer les salaires de nos 4 salariés, moi compris. Et donc c'est vrai que là, je vous dis, on passe des drôles de vacances de Noël, quand c'est comme ça. Le 20 janvier, on a présenté un plan de sauvetage, devant, nos actionnaires, nos coopérateurs et coopératrices, parce que la particularité de Wilfried, c'est qu'on organisait en coopérative et on leur a soumis un plan de sauvetage en leur disant: «Ben, pour se refinancer, non pas, que ce soit une espèce de rustine qui va durer 3 mois, mais un vrai plan de refinancement sur 3 ans et d'arriver à la fin de l'année 2024 dans des conditions humainement tenables». C'est 350 000 € qui permet à la fois d'éponger les dettes, d'engager un équivalent temps plein et demi, supplémentaire pour, faire baisser la charge de travail, sur les épaules des chevilles ouvrières. Un nouveau site internet et une nouvelle gestion, plus professionnelle de tout le fichier abonné parce que c'est le nerf de la guerre. Voilà, là, on a besoin de 350 000 € et au moment où je vous parle, aujourd'hui, il reste, 8 jours parce que la fin de la campagne, ce sera le 28 février, à la fin du mois et on doit encore trouver, que je ne me trompe pas si que je vous parle, 110 000 €. Donc en fait, on a un tiers du chemin qui reste à parcourir, un petit tiers. Donc le point positif, c'est que 2 tiers du chemin, sont parcourus, c'est-à-dire on a rassemblé, un prêt de 80 000 € et puis après, le reste, ce sont, des prises de participation, de coopérateurs et coopératrices qui ont rejoint, la coopérative. C'est 100 Techniquement € parlant, de pour être coopérateur, il suffit de verser 100 € pour avoir une part. voilà, Et donc, voilà, si vous avez 110, 1100, pardon, 1100 coopérateurs, vous avez bouclé voilà, votre besoin. exactement, Voilà. voilà et l'autre signal positif, c'est que, beaucoup de personnes, plutôt que de prendre une part de coopérateur, ont fait le choix de s'abonner ou, d'offrir un abonnement, qui est évidemment une autre façon de nous soutenir et ici, c'est vraiment incroyable, je dois dire ça fait chaud au cœur parce qu'au début du mois de janvier, on avait 1 800 abonnés et aujourd'hui, à la mi-février, on a 2 800 abonnés. C'est-à-dire on a 1 000 nouveaux abonnés, de personnes qui trouvent qu'en fait, pour la biodiversité médiatique, Wilfried doit continuer à exister Mmh. et ça, on ne parle que des abonnés, donc on ne parle pas du tout des ventes en librairie. C'est ça qui est important à comprendre, c'est que donc on avait autour de un petit peu moins de 2 000 abonnés, maintenant on va avoir un petit peu moins de 3 000. J'espère que ça va continuer à augmenter. Mmh mh. Mais par ailleurs, on vend, le dernier numéro, celui sur les inondations, on l'a vendu à 3 500 exemplaires en librairie et ça, c'est dans un contexte où, la plupart de la presse écrite est en déclin, alors que nous, nos ventes de numéro en numéro augmentent, hein et c'est ça le signal encourageant aussi, c'est qu'il y a un public. C'est pas juste la lubie de 2 ou 3 romantiques qui veulent à tout prix se faire plaisir en créant un média qui n'intéresse qu'eux-mêmes. Il y a un public là derrière. Des personnes, c'est pas, on n'aurait pas 3 000 abonnés et 3 500 exemplaires vendus en librairie si c'est juste, les quelques fondateurs qui avaient rameuté, leur famille et leurs amis. Oui, Non, il vous y êtes a au-delà du vraiment cercle, hein, oui. voilà Mmh. et là, on se dit, en fait, ça nous donne des raisons de se battre et aussi, je dois dire, une responsabilité, donc parfois ça me fait un peu stresser parce que maintenant on ne peut plus se permettre de lâcher l'affaire. Quand on a toutes ces personnes-là derrière nous, on ne peut que continuer à essayer de le faire du mieux qu'on peut.
Très bien. Eh bien, François Brabant, je propose que ce soit sur cette observation de l'état des lieux, en quelque sorte, de Wilfried, et puis sur ces bonnes nouvelles aussi, les 2800 abonnés, le passage de 1800 à 2800 abonnés en relativement peu de temps. Peut-être peut-on inviter celles et ceux qui nous écoutent à effectivement offrir des abonnements ou à devenir contributeurs, coopérateurs, ce qui permet en quelque sorte de posséder une partie de Wilfried, ce qui est une forme de responsabilisation aussi du lecteur, en se plaçant du point de Oui, vue du lecteur. bien sûr, c'est exactement Et, ça. et voilà. Et donc voilà, je voudrais clôturer pour pouvoir publier très vite cette interview et formuler le vœu que aussi grâce à celle-ci, aux arguments que vous présentez avec beaucoup de simplicité, mais avec beaucoup de conviction aussi, pour bien montrer que ce magazine Wilfried est un élément de la biodiversité médiatique que vous évoquiez tout à l'heure, et qui en plus est un magazine qui est un objet absolument réussi d'un point de vue technique. Et effectivement, on peut rêver à des bibliothèques qui, jusqu'au bicentenaire de la Belgique, se rempliront petit à petit des magazines Wilfried, parce que il y a quand même l'enjeu du bicentenaire, puisque vous êtes un magazine consacré à la Belgique, il ne faut pas négliger cette postérité-là. Voilà, François Brabant, à moins que vous n'ayez encore un élément que vous vouliez dire, indiquer, Non, je voulais vous... simplement, ben, si pour toute information complémentaire, sur notre site internet, wilfriedmag.be et voilà. Je l'indiquerai dans l'article dans lequel Ouais. l'interview est publiée, avec tous les liens pour devenir, pour s'abonner, pour offrir un abonnement ou pour devenir coopérateur. François Brabant, merci beaucoup. Je croise les doigts pour que dans une semaine, le 28 février, Wilfried se porte encore mieux et qu'il se porte aussi bien qu'il le mérite. Merci beaucoup, François Brabant. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.